te rappelles Urban Star Racer? Tu me prends pour un vieux sénile parce que c'est super récent, Urban Star Racer. C'est récent, ça fait 6 ans quand même. Dieu que le temps passe. Par rapport aux autres dessins animés dont on parle d'habitude, c'est super récent. Et ça a eu un gros succès sur le moment. Assez gros, oui, et alors? Bah, je pensais que tout le monde connaissait et se souvenait bien. Un peu comme, vous savez deviné quoi? Bah en fait non. Comment ça? T'as vu des rediffusions depuis 2006? Non. Et à part les copains qui regardaient avec toi, tu connais des gens qui connaissent? Non. T'as raison en fait. Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. Ah, moi non plus, mais je peux faire des hypothèses. Déjà, Urban, c'est la série à suivre par excellence. C'est pas appréciable si on la regarde pas avec ça à l'esprit. Et en plus, comme ça arrive très souvent, les diffuseurs se sont complètement gourés sur le public cible. Ouais, un peu comme pour Argyle. On vous l'avait pas dit dans le temps, mais sur le site de la production, il y a écrit ça. Et ça pousse pas les diffuseurs à se remettre en question. Oh non, non. C'est totalement déplorable. Mais bon, pour Urban, c'est plus compliqué que ça. Déjà, donc c'est une série à suivre. Un seul épisode par semaine. De la pub certes, mais de la pub qui vise plutôt des otaku. Dans un programme de présentation comme France Truc. Tu veux dire quoi par de la pub qui vise des otaku? Bah regarde, c'est le générique en japonais, avec des images très contemplatives, des gens qui se regardent, des paysages. Moi, je trouvais ça mignon. Toi oui, mais le public cible de France Truc, ce qu'il lui faut, c'est du fiou-fiou, du blam-blam, des méchants sans foi ni loi, des tartes à la crème, des dauphins, de la violence physique, la promesse d'un amour véritable. En tout cas, pas ça. Les seuls qui ont regardé, c'était les gens qui regardaient déjà quelque chose sur cette chaîne. Quelque chose comme... Résultat, cette excellente série a réuni immédiatement une communauté de fans très active, mais n'est jamais sortie de ce cercle restreint de personnes et est complètement sombrée dans l'oubli. Il faut dire que l'histoire racontée par Urban Star Racer est relativement inhabituelle pour les séries de ce genre. Les séries sur le sport ont presque toutes une intrigue qui va au-delà de la compétition, mais restent des séries sur le sport. Dans Urban, c'est l'aspect course qui est presque secondaire et l'aspect intrigue qui est le plus présent. Autoproduite par son auteur, Savaïet Maneffel, et oui, c'est son nom, la série a su se démarquer des standards du dessin animé du moment. C'est une série d'auteurs, on pourrait dire, et ça se voit à l'artwork. Oui, je sais pas quel rôle ça a pu jouer dans l'oubli de la série par les diffuseurs, mais les personnages n'ont pas de nez. Et je veux pas dire un tout petit nez comme dans mettons Code Lyoko. Ok, sourire dans... Ok, Code Lyoko. Pas de nez du tout comme Voldemort dans Harry Potter. Et s'habituer à ça, c'est une épreuve. Surtout, on sait qu'on n'aura pas de grosses scènes de dispute. Oui, et puis, les scènes avec l'héroïne qui se casse le nez qu'elle n'a pas, ou le beau ténébreux qui porte des lunettes sur un nez qu'il n'a pas, ça passe beaucoup moins. Après le dernier épisode, on a une envie folle de se jeter dans le premier Achille Talon venu, ou de relire Cyrano de Bergerac, au choix. On prie même pour qu'il existe un crossover des deux. Et pourtant, on s'y habitue très vite. Urban a été écrite avant d'être produite. Ça se sent. Il y a quand même un scénario bien ficelé dans 26 épisodes, des personnages attachants, pas moins de 4 intrigues parallèles. C'est plus que dans Plus belle la vie et c'est beaucoup mieux géré. Urban Star Racer, c'est à la fois l'histoire d'une bataille pour la survie de l'univers, l'histoire d'une guerre dont l'humanité ne pourrait sortir victorieuse que grâce à l'héroïne et son équipe, mais c'est aussi l'histoire d'une fille qui essaye de retrouver son père, et, pour faire vendre aux mignonnettes de 14 ans, celle d'un triangle amoureux. Mais commençons par le commencement. Ou plutôt, laissons le narrateur raconter le début de l'histoire à notre place. Tu commences, Sid. Je prendrai le relais. Au cours du XXIe siècle, la maîtrise de la propulsion subluminique ouvrit une ère d'expansion sans précédent pour l'espèce humaine. Les explorateurs terriens découvrirent de nouveaux systèmes planétaires habitables et les colonisèrent, repoussant toujours plus loin les limites de l'inconnu.
En 2057, nos voisins les plus agressifs, les Krogs, lancèrent une attaque surprise contre la Terre. Complètement prise au dépourvu, les forces de la coalition terrienne leur opposèrent une défense farouche et désespérée. Les Krogs furent repoussés de justesse. Et depuis, les humains vivent en paix avec les autres peuples de la galaxie. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, le décor est planté. On apprend dans le premier épisode que la guerre a pris fin parce que l'Avatar... Maître de ces 4 éléments pouvait mettre fin à la guerre. Non! Et bon, il se trouve que l'entité qui gouverne la galaxie s'appelle l'Avatar. Mais il a cette tête-là. Cette entité a mis fin à la guerre. Et pourquoi il a mis fin à la guerre si c'est pas parce qu'il est maître des 4 éléments et tout et tout? Regarde. Réjouissez-vous, terriens. Aussi insignifiant que vous puissiez l'être à l'échelle de l'univers, moi, l'Avatar, vous convie, comme tous les autres peuples de la galaxie, à participer à la grande course d'Oban. Préparez-vous sans relâche. Le jour de la confrontation ultime est proche. Oui. Et non, c'est pas une blague. Et 20 ans plus tard, l'Avatar réapparaît pour dire que non, c'était pas une blague, et qu'un vaisseau appareillera au matin pour emmener l'équipe de course terrienne vers les planètes des présélections. Mais c'est complètement con comme prémisse! Mais non, tu te rends pas compte, c'est ça qui est brillant. Imagine, t'es le président du monde, tu fais face à une situation désespérée. L'ennemi est à tes portes, bientôt il dévastera ton monde, violant les femmes et les enfants, réduisant les hommes en esclavage, instaurant une seule chaîne de télé publique où il diffuse Scooby-Doo à longueur de journée. Tu es le chef du gouvernement qui n'a pas su empêcher ça. Ton armée se fait décimer par la flotte ennemie dont la civilisation est bien plus avancée que la tienne. Dans 1 heure, ce sera fini pour toi et ton univers. Et là, un immense gars barbu habillé en rose t'apprend qu'il déclare la trêve parce qu'il organise une course dans plusieurs années et pour que tu puisses t'y préparer. Comme toi, t'es un être rationnel, tu vois bien que la guerre s'est terminée, mais tu prends pas tellement ça au sérieux. Alors quand le mec en question revient des années plus tard pour te dire que le temps est écoulé et que bientôt la trêve sera finie, et que ta seule chance de vaincre les Krogs quand ils reviendront, c'est de remporter cette compétition, qu'est-ce que tu fais? Je demande à la meilleure écurie de course du monde de participer. Tu la supplies de participer, et c'est ce que fait le président. Il fait appel à Donway, le célèbre directeur de course, à ses mécanos, à ses star racers, les engins de course, et à son champion. Il arrive à le faire accepter. N'empêche la tronche qu'il a, ce gars. Je sais bien que les cheveux gris, c'est des cheveux noirs à côté des cheveux blancs, mais enfin quand même, faut pas exagérer. Pendant ce temps-là, dans un pensionnat, une jeune fille de 15 ans, douée pour la mécanique et le pilotage d'engins volants... On sent pas du tout venir la chute. Tais-toi! Cette jeune fille s'appelle Eva, et elle s'enfuit du pensionnat pour retrouver son père, qui l'a abandonnée depuis que sa pilote de mer a trouvé la mort dans une course de Star Racer. Et il se trouve que son père, c'est Donway, le directeur de course. Un très mauvais timing pour Eva, donc qui se retrouve devant son père qui ne la reconnaît pas et qui est très énervé par la situation. Va-t-elle oser lui dire qu'elle est sa fille dans ces conditions? Je m'appelle... Alors, ça vient, oui. On ne va pas y passer la journée. Mon nom est... Bien sûr que non. Je m'appelle Molly. N'empêche, le pseudo. Ça va encore, imagine que les mécanos étaient fans du Seigneur des Anneaux comme toi. Je m'appelle Arwen. Ou d'Harry Potter. Je m'appelle Azkaban. Ou si ça avait été une affiche pour des médicaments. Je m'appelle Ovomaltine. Les écuries Way vont avoir besoin de personnel avec ces histoires de grandes courses d'Oban. Alors Molly se fait engager comme mécano. Ça lui suffit pas. Elle a voulu retrouver son père pendant des années et elle ne le laissera pas partir aussi facilement. Alors elle le suit. Le voyage est d'ailleurs mouvementé. Des Krogs sont prêts à mourir pour empêcher la Terre de participer à la course. Ce qui prouve bien que c'est important. Et que tout le monde sait pourquoi, sauf les humains. C'est toujours la même chose dans ces histoires avec des aliens, les humains sont toujours les derniers au courant. Non, non, pas dans Valérian. Enfin, pas dans les BD. Pas dans le dessin animé non plus, mais on en parlera plus tard. Bon, sinon les humains arrivent au vaisseau de l'Avatar et sont transportés sur Arroas, l'une des 3 planètes de présélection. C'est pas la peine qu'on résume la suite, c'est cousu de fil blanc.
Le champion de Dunway sera dans l'incapacité de faire la course, donc Molly prendra les commandes du vaisseau, et on a notre héroïne pilote qui va faire les courses pour gagner la compétition. On est dans une série franco-japonaise, je propose qu'on s'attarde sur ce que les Français font de mieux, c'est-à-dire les personnages. Molly, l'héroïne. On a déjà dit ce qu'elle voulait dans la vie, renouer avec son père. Sa mère est morte pendant une course de Star Racer, manifestement heurtée par son adversaire. Cette fille est déterminée à impressionner son père avant de lui révéler qu'elle est sa fille. Car en plus d'être sa fille, elle est sa plus grande fan. Déterminée à gagner la course pour l'amour de l'art, elle trouve une toute nouvelle motivation lorsqu'elle apprend la véritable nature du prix de la course, un vœu. Et contrairement au génie dans Aladdin, l'avatar prétend ne pas avoir de restrictions. Sachant que Molly rêve par-dessus tout que tout redevienne comme avant la mort de sa mère, Le prix ultime permet de réaliser n'importe lequel de ses rêves. L'avatar peut donner au gagnant tout ce qu'il veut, lui servir la galaxie sur un plateau d'argent, détruire des mondes entiers, ramener un être cher à la vie. c'est sordide mais efficace. Maman. Jordan Wild, le coéquipier de Molly. Les courses de Star Racer sont des courses qui parfois autorisent les concurrents à se taper dessus de manière à mettre le vaisseau de l'adversaire hors d'état. L'Arrow, le vaisseau de Dunway, dispose de 2 canons laser et c'est Jordan qui est à leur commande. Lui aussi, il a une tronche pas possible et non, en dépit de mes efforts, je trouve pas de comparaison à faire sur sa coiffure, mais même malgré ça, son côté paramilitaire ne vous aura pas échappé. Sa haine profonde des crocs peut s'expliquer par un background familial sur lequel on a quelques indices mais qui n'est jamais explicité. Et à part ça, son âge exact n'est jamais donné. Mais il est suggéré qu'il est majeur et qu'il peut boire de l'eau gazeuse. Hein? Vous avez 18 ans, n'est-ce pas? Vous êtes majeur, vous pouvez boire de l'eau gazeuse, c'est de votre âge. Tu digresses, ça c'est la parodie officielle. Demain se déroule la grande course du nez. Maintenant je le saurai, à partir de dorénavant, désormais et tout de suite. Et puis, avec un nez, mes lunettes pourront enfin tenir son scotch. Oui bon. Son machisme ne l'empêche pas d'être un gars sympa. Il est bien sûr amoureux de Molly. Il participe au triangle amoureux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aika est le 3e membre de ce triangle amoureux. Il est le prince d'une planète conquise par les Krogs, la Nourasie. À ce titre, il travaille pour eux, mais il espère gagner la course lui-même car son prix, appelé à juste titre prix ultime, peut complètement inverser la balance géopolitique de la galaxie en un claquement de doigts. Aika voit la course comme le dernier espoir de son peuple. À part ça, il a un peu la personnalité des Chinois dans Mulan, surtout Shang. Un code de l'honneur très strict. L'héroïne ne dissimule pas l'effet qu'il a sur elle. Prenez-en de la graine! Malheureusement, c'est compté sans la guerre qui, théoriquement, oppose la Nourasie, alliée des Krogs, à la Terre. Dunway. Non, ça veut pas dire Monsieur Way, Don c'est son prénom. Dunway est le père de Molly, c'est aussi l'homme à qui on a confié la responsabilité de mener une équipe entière vers la victoire d'une compétition qui met tout le monde en danger et dont il ne voit absolument pas l'intérêt. En effet, Dunway c'est Jonah Jameson. Il est très exigeant avec ses hommes, mais il l'est encore plus avec lui-même. Il considère que faire partie d'une équipe de course exige la perfection. Il a été témoin d'un accident dans lequel son épouse est morte. Considéré comme un sans-cœur par ses subordonnés, il est en fait très soucieux du fait que tout le monde rentre chez lui en un seul morceau. Tout ça sans savoir que Molly est sa fille. Stan et Koji sont les voix de la conscience de Dunway. Ils sont aussi un contrepoids à sa rudesse. Ils disent tout haut ce que lui pense tout bas et ils sont les plus grands supporters de Molly et Jordan. Satis, le... Bon, imaginez-le en vert avec 2 grandes oreilles et parlant à l'envers, ce sera pareil. Bien ça rime. Il est le serviteur de l'Avatar. Il semble attacher un intérêt tout particulier à Molly et est toujours là pour lui donner des conseils. Enfin, sauf quand lui-même se mêle au Padawan et participe à la course. Un Yoda ne suffit pas. Il faut un Obi-Wan. Et Obi-Wan, ici, s'appelle Rick. Rick Thunderbolt était le pilote de l'équipe terrienne avant qu'un accident à la première course le rende définitivement incapable de piloter un Star Racer. Eh, regarde, il a la même blessure que Kokom. Enfin oui, la nature de son handicap est bizarre. L'accident survenu pendant votre course contre Gror a endommagé votre système nerveux. Vous perdez le contrôle de vos muscles en période de stress intense. Bref, il devient le mentor de Molly et le médiateur entre elle et son père. Son rôle ne se limite pas à cela cependant. Son accident n'était pas un accident, c'était du sabotage et Rick est bien décidé à découvrir qui est derrière tout ça. Sa quête le conduira à découvrir les secrets bien gardés de la course d'Oban qui a lieu une fois tous les 10 000 ans. Et ça, ce sont les personnages principaux de la première moitié de la série.
Il y a une multitude de personnages secondaires appartenant à des espèces variées d'aliens. Bizarrement, certaines sont relativement originales, d'autres, bien sûr, sont désespérément classiques. La série nous invite à découvrir ces personnages secondaires avec les titres d'épisodes qui sont souvent de la forme adjectif comme nom. L'adjectif commençant par la même lettre que le nom. Ceci étant, des fois, ça ne colle pas tout à fait. Par exemple, on ne saura jamais pourquoi O est omniscient. Le fait que ce soit un homme poireau inversé et qu'il ne parle jamais n'arrange pas les choses. Sans compter qu'un personnage important de la deuxième moitié de la série a un nom qui commence par un K. Et donc... C'est d'autant plus raté que Cérès du premier arc avait déjà été le cruel de service. Que dire d'autre? C'est une série à suivre, qui assume vraiment très bien d'être une série à suivre. Chaque épisode est important dans l'intrigue. Dans les 4 intrigues. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rendre justice à cette série sans en faire un résumé. Certes, on a souvent un épisode, une course, comme le titre de la série peut l'indiquer. Course bien animée d'ailleurs, mais si vous regardez Oban, en général, c'est pas pour les courses. Encore que, certains dialogues cruciaux ont lieu pendant les courses. Pourrait-elle être la fille de Donway? Bien sûr, ça expliquerait tout. Et la structure de la compétition fait que Molly n'est absolument pas obligée de gagner toutes les courses pour gagner la compétition. De fait, elle en perd certaines. Et dans le contexte, savoir si elle va ou non gagner une course est un vrai suspense. Ce qui fait d'ailleurs qu'on évite la plupart des clichés d'histoires de compétition et de sport. Ici, on n'a pas la structure répétitive d'épisodes de d'habitude. Le héros rencontre un nouvel adversaire, le héros perd son premier combat contre le nouvel adversaire, le héros réfléchit et découvre une morale philosophique à 2 balles qui va lui permettre de gagner dans son second affrontement avec ce nouvel adversaire. Fin de l'épisode. Voire, il y a quand même un truc auquel on n'échappe pas, c'est la négation de l'importance du matériel dans ce genre de compétition. C'est vrai, il est dit que seul le pilote le plus déterminé peut gagner la course. Mais dans les faits, c'est clair, quand Molly perd la course contre le vaisseau Krog, c'est pas par manque de détermination, c'est parce que le vaisseau Krog est plus rapide que le sien. Ça me rappelle la fin des premiers jeux Pokémon quand tu bats ton rival sans problème parce que t'as grobilisé pendant toute la partie et que tous tes Pokémon sont 20 à 30 niveaux plus forts que les siens. Le pauvre PNJ se fait engueuler parce qu'il paraît qu'il a pas élevé ses Pokémon avec assez d'amour et que c'est pour ça qu'il a perdu. Bah non, il a perdu parce que t'as grobilisé pendant la partie et que ton matériel était meilleur que le sien, c'est tout. Comme dans Yu-Gi-Oh! C'est un putain de jeu de cartes! Qu'est-ce qu'on va nous parler de valeur morale qui mènerait le héros à la victoire? Ce qui le mène à la victoire, c'est d'avoir un bon deck. Point barre. Pas besoin de se retrouver possédé par un fantôme de pharaon pour ça. Le côté amélioration personnelle devient un peu artificiel du coup par moment. Bon, pas totalement, on voit à plusieurs reprises que la psychologie du pilote est un facteur à prendre en compte, plusieurs victoires ou défaites de la série se jouent dessus. Et puis, ça n'a pas plus d'importance que ça au final, l'auteur de la série s'est concentré sur les aspects qui l'intéressaient. Ce dessin animé de 26 épisodes se laisse regarder comme un très long film. Les épisodes vont bien ensemble, les enchaînements entre fin d'épisode et début d'épisode suivant sont parfaitement fluides quand on les regarde en DVD sans les génériques, et on remarquerait même pas le changement d'épisode s'il n'y avait pas le titre qui apparaissait. Mais tout de même, ça vaut la peine de regarder en laissant passer du temps entre les épisodes. Parce que dans les épisodes en question, il y a tout un tas d'éléments glissés qui suscitent des spéculations sur la suite. Certains ne sont jamais explicités, mais d'autres le sont. Et discuter pendant des heures sur ce que signifie cette fresque à l'épisode 10 est tout aussi jouissif que de regarder les épisodes eux-mêmes. On dirait des gravures de Star Racer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. Ce temple est beaucoup trop vieux, il a dû être construit il y a des milliers d'années. J'arrive pas à décider si le vaisseau de Molly est représenté. En tout cas, on distingue bien celui de Maya, la mère de Molly, celui qu'elle pilotait quand elle est morte. Ah, par contre ça, je suis catégorique, ça ne peut être que la coccinelle d'Aika. Ou ça peut être ornemental et tu vois la coccinelle que parce que t'as envie de la voir. Ah, je regrette. Une forme ronde avec des ailes et qui lance des projectiles qui ressemblent à des flèches, je trouve que ça fait trop de coïncidences. Ah, attends, c'est pas un projectile, c'est la flamme qui s'échappe du vaisseau de Maya. En tout cas, là au-dessus, c'est le signe de l'avatar inversé, l'anti-avatar. Et t'as oublié la lune et le soleil. C'est pas un soleil, c'est une étoile. Ça ressemble plus à un soleil. Oui, mais la lune, c'est Maya.
Elle a une lune tatouée sur la joue. Molly a une étoile tatouée au même endroit. Alors la fresque représente à gauche Molly mal dessinée, à droite Maya et au milieu Aika. Ça veut dire qu'Aika est l'élu d'une prophétie et que Maya et Molly sont chargés de le protéger de l'anti-avatar qui est au-dessus. Si quelqu'un doit être élu d'une prophétie, ce serait pas plutôt Molly? Attends, j'ai une autre idée. Maya et Molly font partie d'une famille de sorcières qui, depuis des générations, retiennent l'anti-avatar prisonnier. Si Molly gagne la course et fait le vœu égoïste de ressusciter sa mère, elle se corrompra et perdra son pouvoir qui, sans qu'elle le sache, empêche le mal de déferler sur le monde. Et oui, maturée pendant 10 ans et produite par un studio indépendant, la série sent vraiment bien. Et mérite qu'on s'en souvienne. Vous êtes sérieux? Oh merci, c'est génial! Je perdrai pas mon temps à t'attendre. J'irai directement à l'école. Pocho, comment on fait déjà pour activer la charge magique de notre bouclier? Dangereux, il en faut plus que ça pour m'effrayer. Tu devrais voir la tête de mes profs au pensionnat. Eux, ils font vraiment peur. Ce qu'il dit n'est pas complètement faux. Cette pelouse devra appartenir à tout le monde. Mon adversaire d'aujourd'hui, c'est toi. Vous dansez, mademoiselle? Charles! Espèce de lâche, descends tout de suite! T'as peur de te montrer devant moi à visage découvert? Tu préfères qu'on ne voit pas? En ce qui me concerne, vous n'êtes qu'une mauvaise surprise et rien d'autre. Et j'ai horreur des surprises. Est-ce que je me fais bien comprendre? Vas-y. Oui, tu peux me tuer. Cool.